Je vous avais promis un format exceptionnel, ça y est, on y est en cette fin d'année 2023. C'est un petit peu mon cadeau de Noël à moi, en marge de la Saint-Élion. Avec Alexis, on s'est retrouvés pour discuter de plein de choses. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec Alexis, on s'est croisés un petit peu sur les plus grandes courses de la planète, notamment par exemple à la Hard Rock cet été, sur l'UTMB, sur toutes ces courses-là. Mais je crois que c'est la première fois qu'on est allé autant dans les choses pour parler à la fois de son métier, à la fois de comment il voyait l'évolution de ce sport, si évolution il y a. On a également évidemment parlé de la course en tête, le dernier gros projet qu'il a mené avec Aurélien, avec Frédéric, son frère, avec Benjamin également, que je remercie d'ailleurs pour toute l'aide logistique sur ce projet. Ce livre, La course en tête, je l'ai ici entre les mains. On va évidemment en parler en détail. Ce n'est pas uniquement l'objet de la discussion, comme je vous le disais. On va également parler un petit peu comment Alexis voit le trail aujourd'hui. C'est lui qui est sans doute celui qui est un peu le pionnier de la photographie de trail. En tout cas, c'est le plus grand photographe de trail à mon sens aujourd'hui et depuis de nombreuses années déjà. Donc c'est hyper intéressant d'avoir aussi un petit peu sa vision un peu historique aussi de comment cette pratique, ce sport, l'ultra notamment, évolue. On va parler de tout ça aujourd'hui. On va parler également un petit peu du projet au global, parce que La course en tête, c'est évidemment un livre, mais c'est également un film. Il y a 10 ans, tu discutais avec des coureurs et disaient l'ultra, c'est pour aller faire la rando, pour l'exploration, c'est un beau challenge, mais c'est pas la compétition. Dont il y aura d'ailleurs quelques petits extraits dans ce document exceptionnel. Je suis vraiment hyper heureux de vous offrir ça aujourd'hui. Quand j'ai fini l'interview, j'ai commencé à dérocher, j'ai vu qu'il y avait 1h26 d'interview. Puis quand j'ai tout passé, je me suis dit, en fait, il n'y a rien à jeter. Donc j'ai pas envie de jeter, j'ai envie de vous offrir tout ça de façon la plus exhaustive possible. Même si c'est très long, ça peut s'écouter évidemment comme un podcast, même si évidemment il y a pas mal de choses pour illustrer des photos d'Alexis superbes, des extraits comme je vous le disais du film. Donc ça vaut le coup également de regarder la vidéo, mais vous pouvez mettre ça en fond et ça s'écoute très bien. C'est évidemment chapitré pour que vous puissiez aller de partie en partie si ça vous intéresse. Et en tout cas maintenant, je vous laisse avec ce document exceptionnel et encore merci à tous les acteurs qui ont participé à ça. Benjamin évidemment pour l'aide logistique, Alexis aussi pour son temps juste avant la synthé. C'est vraiment un super document là que je vous offre, je crois, et je suis hyper content en tout cas de vous l'offrir. Alexis, déjà, est-ce que tu peux... Même sinon, je pense que quand même, la majorité des gens te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu et me raconter depuis... qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, ton métier a évolué depuis que tu as commencé et que tu es dans ce milieu-là. Ouais, ça va faire 10 ans que je suis photographe de trail. C'est vrai qu'avec les livres, avec les films, je fais d'autres trucs que juste des photos. Je raconte des histoires, un peu comme toi. Je sais pas, je pense que je suis... et sans vraiment être trop un trailer à l'origine, je me suis mis à courir un petit peu après avoir commencé à photographier le trail. Ouais, mon travail, d'être un témoin. Ou, et par extension, ouais, être un témoin, c'est mon travail. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es tombé dans ce milieu-là, dans ce métier-là, puisque tu disais que tu n'étais pas forcément un trailer à l'origine. Et bon, ça va être, c'est pas une, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas liée à la course dont on va parler après, mais je crois que ça dit quand même beaucoup aussi de ce projet-là aussi et des projets que tu es en train de mener. Ouais, en fait, tout a commencé à cause, ou grâce plutôt, à mon frère, qui lui avait commencé à courir des ultras et que j'ai accompagné sur la Diagonale des Fous, sans connaître du tout ce sport. Et donc je suis arrivé là-bas et j'ai fait des photos pour la première fois de trail. J'étais déjà devenu photographe peu à peu, mais sans vraiment de spécialisation. Et donc j'ai fait ces photos-là et en fait il y a eu une sorte d'enchaînement, de rencontres qui m'ont amené à assez vite en fait me spécialiser et faire beaucoup de courses, beaucoup de photos de trail. Je pense qu'une une des raisons de cette sorte d'accélération un petit peu dans ce domaine-là, c'est aussi que moi j'avais
jamais trop en fait été confronté aux montagnes. Je veux dire, dans mon enfance, dans mon adolescence, même dans mes premières années de vingtaine, en fait, je crois que j'allais pas en montagne. J'étais parti à 20 ans à Paris, comme le font pas mal de gens. Je faisais vraiment autre chose. Et du coup, quand j'ai commencé à faire des photos de trail, j'ai surtout commencé à passer du temps en montagne. Et du coup, je ne sais pas si c'était rattraper un espèce de temps perdu ou de vide ou d'un manque, ou je sais pas. Et en fait, c'est ce qui m'a tenu, en fait, c'était ça. C'était d'un seul coup avoir un métier, parce que c'est très vite devenu mon métier, qui allait me permettre de passer beaucoup de temps en montagne. Voilà, ce que j'ai appris, en fait. Je pense que c'est en fait, je pense que ça me rapproche aussi probablement de pas mal de coureurs euh, pour, lequel, euh, pour lesquels c'est un peu la même histoire. Finalement, le trail, c'est des fois une introduction à la nature, aux montagnes. Ouais. Comment t'expliques est-ce que c'est uniquement ce que tu as trouvé en montagne qui fait que presque 10 ans plus tard, tu es encore là, à faire différemment, mais à faire toujours, en tout cas à naviguer dans les mêmes sphères? Ou parce que, enfin, c'est là la période les 10 années qui viennent de se passer, c'est finalement sans doute ton expérience professionnelle la plus longue dans ta vie, sans doute. Et qu'est-ce qui fait comment t'expliques que 10 ans plus tard, tu sois encore là et que, en fait, sans doute, tu te projettes aussi encore un peu pour encore des années qui viennent? Je sais pas parce qu'il y a une partie un peu accidentelle en fait déjà dans la rencontre de ce sport et ce monde. Euh, je crois que rien m'avait trop prédestiné à ce truc-là, euh, à part peut-être mon nom de famille qui veut dire montagne en allemand, mais c'est vraiment une sorte de hasard et je suis pas fétichiste comme ça des mots, mais je sais pas en fait ce qui a fait ça. Après, à mon avis, ce qui a euh, prolonger euh, cette découverte de la photo de trail, c'est probablement d'avoir eu très vite des projets à long terme, des livres, euh, c'est-à-dire une manière de voir un peu plus loin que euh, euh, les photos qu'on va faire juste pour une course, pour un magazine, pour une durée finalement hyper limitée. Genre la photo, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui bah oui, c'est censé figer quelque chose, mais en fait, on vit dans un monde où voilà, il y a beaucoup d'images, elles se remplacent les unes après les autres, et moi, en fait, je crois que avoir tout de suite fait des livres, et c'est le cas, dès 2015, on a fait Grand Trail, le premier Grand Trail, euh, et ben en fait ça a toujours été une manière pour moi de prolonger l'envie de faire des photos, de conserver une sorte de soif je dirais, esthétique ou de recherche un peu, euh, je dirais pas forcément artistique, mais euh, des fois j'utilise cette image, c'était un peu comme une sorte d'arrière-cour un peu ma pratique photographique, ou plutôt de jardin, dans lequel j'allais mettre comme ça des choses qui trouvaient pas forcément seulement un résultat immédiat voilà, de publication. La plupart des photos que je mets dans les livres, c'est des photos qui ont finalement été assez peu publiées, parce que en fait, c'est souvent comme ça, en fait, quand on est photographe, les photos qui ont le plus de sens pour nous, c'est parfois celles qui en ont le moins pour les autres. Et un livre, c'est souvent une manière de finir par expliquer à un œil extérieur, voilà en fait ce que j'ai poursuivi sur un temps long. Et voilà une sorte de manière d'avoir réuni ça et essayer de créer un effet de sens ou ouais, raconter une histoire à la fin. Est-ce que tu as tout de suite, dès ta première année, vraiment impliqué dans ce milieu, tu as fait un livre? Aujourd'hui, on va parler d'un livre, un autre livre. Est-ce que tu considères que la photo doit être accompagnée de textes? Est-ce que tu penses que la photo doit être expliquée? Euh, Probablement, peut-être pas toutes les photos. Euh,
je pense que moi, euh, j'adore la partie très esthétique euh, dans la photo et la partie vraiment formelle, quoi. Et je pense qu'il y a des styles de photo et voilà, tout n'est pas documentaire, tout n'est pas relié au réel. La photo, ça peut aussi être une manière de créer de l'imaginaire, du fantasmagorique. Et donc, du coup, en fait, plein de genres de photos peuvent exister sans texte. Après, quand on se frotte au réel et qu'on raconte des histoires du réel avec des photos, je pense qu'il y a besoin de contexte, de mots, il y a besoin de mettre voilà, des dates, des repères, des choses comme ça. Et voilà, là-dessus, je ne suis pas genre hermétique, il faut forcément une légende à toute photo. Mais c'est sûr que moi, j'aime bien les photos qui vont raconter quelque chose d'elles-mêmes, mais qui aussi vont nécessiter un récit pour leur donner toute leur valeur, quoi. Tu es là depuis 2015, enfin fin 2015 en l'occurrence, c'était la Diag. Est-ce que tu as l'impression d'avoir accompagné et avoir été témoin, puisque c'est comme ça que tu définis ton métier, euh, de l'évolution d'un sport? Est-ce que le sport t'a connu quand tu as débuté? Maintenant, quand tu vois où on en est, ça va être intéressant après de faire le parallèle avec la course dont traite le livre. Est-ce que tu as l'impression d'être le témoin de ça, d'un sport qui évolue? Bah, oui et non, je dirais, enfin oui, et je pense qu'il faut savoir mesurer un petit peu euh, un discours sur, voilà, ça change tout le temps, c'est en perpétuelle révolution, etc. Au fond, il y a des choses qui avancent lentement. Après, c'est un sport jeune, et donc du coup, ça a tendance à faire grossir un petit peu les choses qu'on voit. Ce qui est certain, c'est que il y a plus de... je pense qu'il y a un effet peut-être avec euh, les réseaux sociaux qui peut-être vont montrer plus euh, les, euh, les coulisses, par exemple, des athlètes. Les athlètes, probablement qu'on en voit beaucoup plus de quelle est leur vie, etc. Et donc, ça modifie un peu la perception. Et les événements, ils évoluent. Après, c'est marrant, mais même si on parle de l'UTMB, il y a des gens qui disent chaque année, waouh, ça n'a jamais été comme ça, c'est immense. En fait, moi, j'ai des souvenirs de, il y a 4-5 ans, et même un peu plus, l'UTMB, c'était déjà un petit peu une forme de démesure en comparaison des autres événements. Et du coup, ce sport-là, euh, il évolue, il mute. Euh, et ce qui est certain, c'est qu'il est traversé par plein de choses différentes d'un sport qui s'est développé un peu euh, hors de structure fédérale, un sport dans lequel des intérêts privés ont beaucoup d'importance, que ce soit des organisateurs d'événements, de courses, des marques, etc. Donc en fait, je pense que il y a comme ça des géométries un peu structurelles qui font que ben voilà, il y a des circuits qui changent. Et en même temps, si tu regardes les courses les plus importantes, c'est toujours un peu les mêmes. C'est pas vrai que d'un seul coup, il y a une course qui arrive et qui prend la place des autres. Euh, on a plutôt tendance à voir un peu une forme de fidélité de la communauté envers les événements qui ont su instaurer une sorte d'histoire et de pérennité comme ça. Et c'est pareil avec les athlètes. En fait, oui, évidemment, comme dans tous les sports, il y a des jeunes qui arrivent. Mais moi, j'ai l'impression aussi de connaître depuis toujours la plupart des figures de ce sport qui sont toujours là. Du coup, voilà, j'aurais tendance un peu, tu vois, à répondre. Enfin, je t'ai dit oui et non parce que je crois que faut des fois pas trop tomber dans l'espèce de facilité de dire, voilà, regardez comment tout évolue dans tous les sens. C'est pas complètement faux, mais voilà. Cela dit, pour le coup, ton métier, il a sans doute quand même évolué, ne serait-ce que parce que je pense qu'au départ, tu étais purement un photographe, enfin un photographe, ça allait déjà un peu plus loin que ça, parce que est-ce que tu te considérais déjà auteur dès 2015, quand tu travaillais sur Grand Trail, est-ce que déjà tu considères que tu fais un travail d'auteur?
Euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant d'être photographe, j'étais journaliste. Enfin, j'avais étudié le journalisme et j'ai commencé la photographie après avoir une pratique d'écriture journalistique et pendant très longtemps, j'avais plutôt tendance à me définir par les mots que par les images et finalement, c'est un espèce de renversement assez récent, genre pour moi, d'être plutôt avant tout, voilà, de m'exprimer d'abord par les images. Mais en fait, j'ai toujours fait les deux. Et donc, du coup, il n'y a pas. Ouais, Après, dans ce sport, c'est sûr que j'ai d'abord surtout fait des images. Et j'avais surtout envie de faire ça. J'ai d'ailleurs très rarement, voire jamais, vraiment eu une pratique journalistique dans ce sport. J'ai pas proposé à des magazines d'écrire. Euh, mais en revanche, j'ai eu ces projets depuis quand même assez longtemps de livres dans lesquels je m'implique beaucoup aussi dans l'écriture. C'est le cas voilà, de tous les livres du premier Grand Trail au finisseur, à la course en tête, à Grand Trail avec des S. J'ai beaucoup écrit dans ces livres parce que j'aime beaucoup écrire. Avant de plonger vraiment dans ce projet La course en tête, euh, de, de fil en aiguille, là, dans les années qui viennent de se découler, tu as accompagné souvent les projets de livres avec, enfin, de plus en plus avec des films. Je pense au finisseur, bah, je pense à ce projet-là. Euh, Déjà pourquoi et puis qu'est-ce que ça t'a apporté de plus d'aller explorer, enfin d'associer en fait dans ce projet euh, l'aspect visuel, vidéo on va dire, film. Ouais, film, en fait, c'est pareil. Les films, ça a toujours été un petit peu autour de moi. Genre, le premier documentaire que j'ai fait, c'était avant de commencer à faire du trail. J'ai fait un documentaire sur la fin du monde. C'était en 2012, donc ça n'avait rien à voir. Et j'ai toujours euh, eu aussi cette passion un peu secondaire, parce que pendant très longtemps, c'était pas vraiment une pratique professionnelle comme la photographie. Je faisais des films, j'ai fait des films avec des amis à moi, de la fiction, des documentaires, voilà, des choses qui étaient des sortes d'issues un peu à ce qu'était mon quotidien de travail. C'est vrai que un peu plus récemment, j'ai commencé à faire aussi des documentaires et des films sur le trail. Euh, et le lien entre certains projets de livres et des films, comme par exemple, c'est vrai, Les Finisseurs. Barkley exists in this. There's just so many strange, bizarre layers about the race, about the location, the time of year, the history surrounding it. En fait, on a fait les deux en même temps. Et la course en tête, on a fait aussi les deux en même temps.
Ça, c'est une sorte de raison qui est propre à la nature de ces projets-là. Ces projets-là, en fait, enfin, l'idée de départ, c'était d'aller récolter de la parole, de faire une série de rencontres avec un nombre quand même assez conséquent de personnes, des personnes en plus qui soit avaient très peu été interrogées, soit n'avaient pas forcément été toutes interrogées de cette manière-là, de manière aussi longue, avec une telle volonté d'aller loin dans les discussions, dans les sujets, etc. Et donc en fait, avec Aurélien Delphos, qui est journaliste et qui est commun à ces deux projets, en fait, on a tout de suite envisagé le fait de faire les livres et donc d'aller faire toutes ces interviews euh, avec l'idée qu'on allait les filmer et qu'on allait, comme une sorte de volonté un peu archivistique, utiliser la vidéo pour garder, euh, pas des preuves, mais voilà, quelque chose un peu d'intemporel de tout ça. C'est vrai qu'au final, on en a utilisé à chaque fois un fragment dans les films, mais on garde voilà, les finisseurs, c'est une quinzaine d'entretiens de 3 heures. La course en tête, c'est la même chose, mais il y en a 22. Et voilà, et donc du coup, le fait de faire ces longs voyages, d'aller prendre le temps de dire à chaque fois, on va chez vous, que ce soit pour les finisseurs ou la course en tête, à chaque fois, on est allé chez les coureurs, les coureuses, euh, et, euh, et en fait, on avait envie de garder ça, de le filmer pour pouvoir voilà, l'avoir en objet à la fin film. Mais ouais, en fait, c'était comme une sorte d'évidence, quoi. Genre, pourquoi pas le faire? Pourquoi juste. Alors qu'on pouvait le faire, voilà, on a le matériel et donc ça s'est imposé. Est-ce que, j'ai une question supplémentaire avant de rentrer dans la course en tête qui me vient, est-ce qu'il n'y a pas une forme de frustration de justement utiliser les gens qui vont avoir que vu les films? Est-ce que finalement, autant on peut être exhaustif dans un livre, même si voilà, il y a évidemment un cadre à respecter, mais on peut sans doute être plus exhaustif dans un livre que dans un film. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de frustration dans le film? Oui, même si je pense que c'est aussi un peu complémentaire. C'est-à-dire que je pense que des gens qui ont lu euh, de la première à la dernière page le livre vont trouver dans le film, parce qu'ils vont être confrontés à de l'image et à une autre forme de réel, des choses qu'ils n'auront pas eues dans le livre. C'est sûr que les films sont des adaptations et euh, des résumés, c'est pas vraiment le bon mot, c'est je pense des introductions aussi euh, à, euh, à la forme un peu finale qui est à chaque fois est celle du livre, dans lequel il y a les interviews quasiment en intégralité. Euh, mais, euh, mais moi j'aime bien en fait le fait que la complémentarité en fait de ces deux formats-là. Et je suis pas déçu en fait euh, du film, même si au fond voilà le livre c'est quand même toujours un peu l'ambition première, c'est le livre, c'est là où on met le plus de temps, c'est là où on met le plus voilà, de détails. C'est pour ça, c'est pour les livres qu'on fait ces projets-là. Et en même temps, je trouve, hyper intéressant d'avoir quelque chose ouais, de plus accessible aussi pour des gens qui peut-être vont moins lire, mais que ça va quand même intéresser de pouvoir ouais, avoir une sorte de condensé de ces histoires-là. Parlons maintenant de la course en tête. Déjà, j'aimerais comprendre où est née l'idée, parce que toi, tu as connu, t'es arrivé dans le trait par la Diagonale des Fous, qui est une autre des grandes courses de ce sport. Euh, peut-être raconte-moi déjà un peu l'histoire que toi, tu t'aimais déjà, avant de parler de comment l'idée de ce bouquin est née. Ben, l'UTMB, c'est une course que j'ai rencontrée en fait assez vite. Euh, et, euh, et chaque année, depuis 2014, je suis allé faire des photos à l'UTMB. Donc au fond, c'est la seule course, je crois, que j'ai chaque année photographiée.
Donc voilà, l'attachement, il est là. Et après, euh, ce projet de la course en tête, il aurait très probablement pas existé si, avant ça, on n'avait pas fait les finisseurs sur la Barclay. Alors c'est hyper paradoxal parce que il n'y a rien de plus opposé dans le cosmos du trail que la Barclay et l'UTMB. Il y a une course absolument confidentielle et à côté de ça, il y a son inverse, la course qui a vocation à s'étendre, à être la plus populaire du monde. Euh, et en fait, après avoir fait ce projet des finisseurs, après avoir rencontré ces personnages qui sont là pour la plupart des inconnus, qui nous ont passionnés en fait avec Aurélien. Ce projet-là, c'est quelque chose qui est vraiment fondateur quoi, de beaucoup de choses pour nous. Et ben en fait, on a eu une sorte d'envie paradoxale et un peu inversée de reproduire ce truc-là avec l'UTMB. Pour l'anecdote, en fait, ça nous est réellement arrivé une année où on était sur le chemin de la Barclay. On a commencé à parler de ce projet-là en allant à la Barclay. Je pense que c'était justement l'année où on est revenu avec le livre quand il venait de sortir. Et on s'est dit, au fond, de la même manière qu'aller rencontrer tous les finisseurs de la Barclay, ça permettait de s'éloigner bien loin du juste contexte de cette course-là, de la Barclay, parce que ça parle même pas seulement juste du sport, du trail en fait, ça parle de plein d'autres choses. Et ben en fait là on s'est dit très probablement que on pourrait avoir la même expérience si on allait retrouver tous les vainqueurs de l'UTMB. Ce qui était intéressant, c'est que la grande différence, c'est que la plupart, la grande majorité des vainqueurs de l'UTMB, on les connaît déjà. C'est même des gens avec certains ou certaines avec lesquels on a des relations suffisamment proches pour en fait être plutôt familier avec même leur langage et ce qu'ils ont à raconter. Et c'était assez intéressant aussi d'avoir à l'inverse comme ça un espèce de chemin d'exploration de gens qu'on croit connaître. Euh, et il y avait un truc qui était quand même assez fascinant aussi, c'est de se dire que au dos du livre, on a mis le nom des vainqueurs, ils sont 22. Ils sont... Maintenant, ils sont 23. Mais 22 vainqueurs de l'UTMB, c'est comme il y a plusieurs personnes qui ont gagné plusieurs fois l'UTMB, en 20 ans d'histoire, surtout il y a 12 femmes. Il y a 12 femmes et il y a 10 hommes. Et après avoir fait les finisseurs de la Barclay, qui sont tous des hommes, l'opportunité et la perspective de se dire qu'on allait aller rencontrer 12 femmes vainqueurs de l'UTMB sur une histoire assez longue avec des générations différentes, des profils assez variés. Ça, c'était vraiment un appel hyper fort dans un sport, l'ultra, où en fait les femmes, elles sont une proportion toujours réduite des pelotons. C'est bien connu le chiffre à l'UTMB, il y a un peu moins de 10% de femmes au départ de la course. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'ultras, sauf ceux qui ont un peu fait modifier cette statistique par la loterie et par une sorte de discrimination positive aux chiffres de candidature. Et ben voilà, en fait ça, c'était avant de faire ce livre, un espèce de truc hyper intéressant pour nous. Et pendant qu'on l'a fait et pendant qu'on l'a écrit, c'était ce qui a donné vraiment tout l'intérêt de ce projet. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu de l'objectif concret en fait pourquoi être allé voir forcément les vainqueurs? Ça paraît potentiellement évident quand on veut parler d'une course. Est-ce que l'objectif c'est de parler de ces gens-là ou est-ce que c'était l'objectif de parler de ces gens-là, enfin, de la course à travers ces gens-là? C'était quoi l'objectif initial? En fait, c'était pas la course. La course, c'était comment dire, presque un paysage de ces rencontres-là. Et nous, la manière de se convaincre de l'intérêt de ce projet-là quand on était en train de l'imaginer,
on se disait, on va aller rencontrer des gens qui ont fait l'histoire de ce sport sur les 20 dernières années, l'histoire moderne de l'ultra trail. Et voilà, c'est ça. En allant raconter l'histoire de ces 22 personnages-là, on ne va pas raconter l'histoire de l'UTMB, on va raconter une histoire moderne de l'ultra trail. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout se résume à l'UTMB, bien au contraire, mais ça veut dire que en allant voir ceux qui voilà, ont réussi à gagner cette course qui très souvent est la plus concurrentielle, on va retracer aussi une histoire d'un truc assez nouveau et assez récent qu'est le professionnalisme dans ce sport. On va aussi se faire une certaine histoire de son internationalisation. On va aussi interroger son développement. Voilà, il y avait plein de choses comme ça qui nous semblaient un peu évidentes. Et aussi, il y avait un autre truc qui était un reliquat des finisseurs. C'était finalement le résumé des finisseurs, c'est que tous les finisseurs de la Barclay, c'est des gens un peu extraordinaires, voire même un peu plus qu'un peu. Ça, on s'en est rendu compte à chaque fois, à chaque interview, à chaque rencontre. Et en fait, on avait un peu cette envie et cette idée-là derrière la tête que ça allait être aussi le cas avec tous ces vainqueurs de l'UTMB. Et ça s'est vérifié de manière sensiblement différente qu'avec les finisseurs, c'est des profils différents. Mais en fait, on a rencontré genre des gens qui ont évidemment genre prouvé athlétiquement leur supériorité, parce qu'il faut, c'est une course très compétitive, et donc voilà, pour gagner l'UTMB, il y a des valeurs euh, voilà, physiques, athlétiques qui sont évidentes. Mais et je pense par exemple, et en particulier en fait, à ceux qui ont gagné plusieurs fois l'UTMB. Donc c'est qui les gens qui ont gagné plusieurs fois l'UTMB? Ça va être Lizzie Hawker 5 fois, ça va être Kylian, François 4 fois, ça va être Xavier Thévenard, ça va être Rory Bozio, ça va être Chris Hemmel, ça va être Courtenay. Et ben en fait, ces gens-là, ces sportifs-là, qui sont, on va dire, le panthéon de ce sport, ben, ce qui les rassemble, à mon avis, c'est évidemment un potentiel sportif, athlétique évident, hein. Mais euh, c'est des gens intelligents et c'est des gens qui ont du cœur. Et ça, je dis pas que c'est ce qui définit l'ultra trail par rapport à d'autres sports, évidemment, mais quand même, en fait, il y a ce truc-là. Je t'en connais certains personnellement aussi, et peut-être que des fois, euh, c'est aussi l'accès un peu particulier qu'on peut avoir quand on travaille dans ce sport-là, qu'on côtoie ces sportives et ces sportifs de plus près, mais euh, Kylian, Lizzie Hawker, François, Xavier, c'est vraiment des gens qui, ouais, je vais pas utiliser le côté valeur, mais je vais dire ouais, qui ont du cœur, qui ont un attachement à la communauté, qui ont une sorte de voilà. Le trail, c'est une histoire de lien social. Et, et moi, c'est ça en fait que je retiens comme espèce de chapeau commun de ces gens-là, quoi. C'est hyper intéressant parce que c'est évidemment un truc que je voulais que tu fasses le parallèle justement entre les finisseurs, où moi c'est ce que j'ai vraiment ressorti de ce projet-là, c'est comment en fait ces 15 personnes qui ont fini cette course si particulière, ils ont quelque chose finalement en commun. Je me demandais si finalement toi tu avais réussi à retrouver quelque chose en commun entre ces 22, maintenant 23, qui d'ailleurs je pense que le 23e est plutôt en accord avec ce que tu décris là autour de ça. Est-ce que finalement, du cœur et être intelligent, c'est pas aussi quelque chose qui rassemble finalement les finisseurs à tout l'autre côté du spectre? Bien sûr. Euh, En fait, il y a des points communs. Une des très grandes différences,
on va dire, elle est sur un certain rapport au, au professionnalisme. Euh, Moi, un des trucs qui m'intéressait le plus dans les deux projets d'ailleurs, dans les finisseurs, mais aussi dans la course en tête, c'est très modestement une forme de sociologie un peu de ces vainqueurs. Et la sociologie, ce qui voudrait dire une certaine idée de ben, c'est qui ils sont socialement, c'est quoi leur travail. Il y a une partie des vainqueurs de l'UTMB qui sont ce qu'on appelle professionnels. Alors, professionnel du trail, c'est quelque chose on pourrait définir un petit peu ce truc-là, et c'est assez relatif et c'est assez fin, euh, cette catégorie, parce que il y en a peu. Mais quand même, en fait, moi, ça m'a intéressé de voir que, et d'avoir des discussions et d'avoir beaucoup de questions sur le professionnalisme dans ce sport qui est grandissant. Aujourd'hui, réaliser que il est quasiment impossible, probablement, avec euh, la modernité de l'ultra-trail, d'imaginer aujourd'hui un vainqueur de l'UTMB qui ne serait pas professionnel. Ça a été le cas, ça sera probablement plus le cas. Ça l'a été probablement encore un peu plus le cas chez les femmes que chez les hommes. Le dernier exemple en date, c'est elle-même qui le dit, c'est Francesca Canepa, qui gagne en 2018 l'UTMB. Et elle le dit, en fait, elle dit, je suis probablement la dernière vainqueur, euh, de l'UTMB non professionnelle. Derrière elle, ben, c'est Courtney de Walter et Cathy Schied. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est notamment un sujet hyper intéressant sur le parti du palmarès féminin, parce que en fait, on a eu énormément de discussions avec notamment les vainqueurs américaines. Il y a 5 vainqueurs américaines de l'UTMB. Elles nous ont beaucoup parlé euh, du professionnalisme pour certaines. Pour la plupart, en fait, c'est quelque chose qu'elles ont touché, qu'elles ont connu de manière souvent assez temporaire. Elles parlent aussi du fait que elles ont constaté qu'il était beaucoup plus difficile à leur époque d'être une femme professionnelle dans ce sport. Les revenus étaient pas les mêmes. Les contrats des marques les sponsorisés n'étaient pas les mêmes pour notamment, je pense à Rory Bozio, qui nous raconte des choses incroyables en fait là-dessus, et qui elle-même est un peu une forme d'icône aussi de comment ce sport et l'UTMB, mais plus généralement, a dû euh, se réinventer euh, sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Pendant longtemps, à l'UTMB, il n'y avait pas le même nombre de femmes qui étaient récompensées sur le podium final. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, Auré Bozio, elle a fini par boycotter l'événement, elle a demandé à ce que ça soit changé. Elle l'a boycotté et finalement, elle a fait changer cette règle-là. Euh, ouais, ça, c'est des sujets qui sont hyper présents dans le livre et qui ont été. Ça répond aussi un peu à la question de tout à l'heure. C'est pas pour moi un livre et un projet sur l'UTMB. L'UTMB, c'est une très bonne manière de parler de ce sport, de son évolution. Est-ce que malgré tout, tu as appris les choses sur le TMB? Oui, bien sûr. Déjà parce que ben, moi, comme tout à l'heure on l'a raconté, euh, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans ce sport. Il y a pas mal de choses que j'ai pas vécues. Et puis même ce que j'ai vécu, ben voilà, je sais pas tout évidemment. Il y a plein de choses qu'on apprend quand on passe du temps à parler avec tous avec les vainqueurs. Euh, on a appris beaucoup de choses en parlant avec les pionniers, avec les premières et les premiers vainqueurs. Euh, Il y a des gens incroyables et en fait, euh, moi j'ai des souvenirs. En fait, là, d'un seul coup, je vais être submergé de souvenirs de
de discussions qu'on a eues avec, par exemple, euh, Vincent Delbar. C'est quelqu'un qui était membre de l'organisation avant même le premier UTMB. C'est quelqu'un qui a été impliqué dans la création de l'événement et dans pas mal de ces étapes d'évolution au début. Donc évidemment, en fait, quand tu passes 2 heures et demie face à Vincent, tu apprends plein de choses. De la même manière que quand tu vas rencontrer Chris Simmel, qui est la première vainqueur, qui est un peu un ovni, euh, parce que c'est la première. Et en fait, comme elle gagne à 25 ans, tu tapes à sa porte, tu arrives chez elle, elle habite un peu en dessous de Vancouver, là, complètement à l'extrême nord-ouest des États-Unis. Et en fait, bah, elle est hyper jeune, enfin au sens, c'est difficile d'imaginer que c'est la première vainqueur. Et elle, en fait, elle parle d'un sport, elle était venue euh, participer à l'UTMB. En fait, elle a participé un peu par hasard. Elle bossait pour une marque, une jeune marque du secteur, Montrel. Elle bossait au marketing. Et son patron lui avait pris un billet pour aller à Chamonix pour faire ben, voilà, du marketing auprès de cette communauté européenne de trailers. Et en fait, elle s'est retrouvée à prendre un dossard un peu comme ça. Et, euh, et quand elle te raconte son UTMB, enfin, moi j'ai des souvenirs. Elle est là, et à un moment donné, elle se lie d'amitié avec un coureur allemand. Ils passent toute une nuit ensemble. À un moment donné, il s'arrête à un ravito, il allume une clope. Enfin, en fait, on te raconte des choses qui ben, illustrent, voilà, quand même. Pour revenir à tout à l'heure, tu disais, voilà, est-ce que ce sport il a évolué? Ben oui, si, en 20 ans, quand tu écoutes les personnes qui ont couru les premières UTMB, ouais, tu mesures à quel point quand même il y a des grands changements. J'aimerais que concrètement tu me racontes comment un projet d'une telle ampleur, comment on fait? Enfin, comment on fait? Vous avez une idée sur la route vers la Barclay avec Aurélien, et concrètement, derrière, comment on arrive à ça, quoi? Comment on retrouve les gens? Est-ce que déjà vous avez eu des soucis à retrouver tout le monde? Est-ce que concrètement, la logistique d'un projet comme ça, c'est quoi? Ben, bah, tout commence par cette espèce d'idée un peu de fondation qui est on veut essayer d'aller retrouver les 22 et d'aller rencontrer, parler chez eux, chez elles, de manière un peu égalitaire. C'est-à-dire, voilà, on prend du temps avec tout le monde, on est un peu intransigeant sur le fait de, euh, ben, on va le faire en réel. Euh, on va pas faire un appel, on va pas faire un coup de téléphone, voilà, on va se déplacer à chaque fois, nous. Donc ça, c'est une espèce de truc de départ. Après, on prépare un joli mail euh, qu'on envoie à tous ceux dont on a déjà l'adresse. En fait, pour l'UTMB, le paradoxe, c'est que, euh, au fond, il y avait peut-être 80% des vainqueurs. Euh, C'était assez facile de les retrouver. Le jeu de piste a été quand même beaucoup moins long et fastidieux qu'avec la Barclay. Mais n'empêche que ça a été parfois un petit peu difficile. En fait, je dirais, ce qui était le plus difficile, ça a été... euh, alors, moi, des fois, j'ai été surpris. Moi, je pensais que, par exemple, que Marco Olmo, ça allait être extrêmement compliqué parce que il faut lui parler en italien. J'avais un peu l'espèce de crainte qu'il soit pas très ouvert. Finalement, ça a été hyper simple. Marco, il t'envoie depuis son téléphone un texto de réponse dans la minute et en fait, ça a été beaucoup plus facile que prévu d'aller le rencontrer et ça a été incroyable. Euh, le plus difficile, ça a été Lizzie Hawker, parce que Lizzie Hawker, en fait, quand on l'a contactée, elle était dans l'Himalaya et elle devait rentrer. Donc, il faut imaginer qu'on a commencé à faire les interviews. On est en novembre 2022. On a tout fait en fait entre novembre 2022 et juin 2023.
juin 2023, c'est Lizzie Hawker. Lizzie Hawker, en fait, elle est restée des mois et des mois dans l'Himalaya, beaucoup plus que ce qui était prévu. Et on a commencé à avoir à des moments un petit peu peur de jamais la voir. Alors qu'en fait, elle avait tout de suite répondu OK, mais juste, elle n'était pas là. Et on a fini par aller la voir en Suisse, ouais, peut-être 3 semaines avant d'envoyer le livre à l'impression. C'était un peu le sprint. De toute façon, euh, ce livre-là a été un sprint. On l'a fait dans un temps vraiment presque. C'est un peu dingue d'avoir fait ça en si peu de temps. Est-ce que c'est pas l'image de la course? Peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai que il y a une forme comme ça d'urgence, un peu d'exubérance, en tout cas aussi, c'est un peu superlatif. Euh, Ce livre, il est superlatif. Il y a 1 million, pardon, 1 million et quelques de signes. Ça veut dire, c'est un roman de 800 pages en termes juste de texte. En fait, ouais, on a peut-être aussi, voilà, été tellement heureux d'arriver à réunir tout le monde et d'arriver à faire toutes ces interviews qu'on a fait un objet comme ça, un peu anthologique, un peu fleuve. Mais en même temps, c'est ce qu'on avait voulu faire. Et je réponds quand même la question sur la difficulté. Euh, Ce qui a été la rencontre la plus miraculeuse, c'est celle avec Colette Borca. Tout simplement parce que on a mis des mois avant d'arriver à trouver sa trace. Franchement, moi j'avais remué tous les contacts. Donc c'est une Suisse qui remporte le deuxième UTMB en 2004. Complètement sorti des radars, pas du tout sur les réseaux sociaux. Même, je ne sais pas, des gens comme Christophe Jacquot, donc un autre vainqueur suisse, personne n'avait son contact. Et en fait, j'ai fini par, en fouillant un peu Internet et les recoins d'Internet, tomber sur une Borcar qui s'appelait pas Colette, qui se trouvait être sa fille, et qui avait couru une course de trail. Mais donc j'avais donc un prénom et un nom. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est sa fille, ça se trouve, c'est une cousine ou c'est une nièce, je sais pas. J'ai retrouvé par Facebook cette fille. En fait, c'était la fille de Colette. J'ai réussi à lui écrire sur Facebook. Elle a fini après des semaines à me répondre. Tu sais, quand tu envoies un message à Facebook à quelqu'un que tu connais pas et qui voit pas le message, elle m'a répondu, elle m'a donné le numéro de son père, pas de Colette, que j'ai fini par appeler. Et alors là, c'était un peu dingue parce qu'il m'a dit, bah non, mais Colette n'a pas de elle n'a pas de téléphone portable. Et en fait, j'ai réussi à négocier un rendez-vous avec Colette via son mari. Et en gros, je lui ai dit, quand est-ce que c'est possible? Il m'a dit 3 jours après, enfin c'était possible 3 jours après. Et en fait, avec Aurélien, j'ai appelé Aurélien, je lui ai dit, en fait, là, on a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir pour aller la voir. On arrête tout ce qu'on fait et on y va. Et ça a été une rencontre incroyable. Euh, c'est un personnage un peu unique dans toute cette histoire-là. Elle a complètement disparu de ce sport-là. Elle y a fait une apparition à ce moment très précis de sa victoire. Elle avait 40 ans, c'était son cadeau d'anniversaire de ses 40 ans, de courir un ultra, alors qu'elle-même c'était une coureuse en montagne, comme la course en montagne est une tradition suisse. Voilà, c'était une coureuse en montagne. Elle est de Nérévu, c'est un endroit qui peut résonner pour les gens qui ont un peu suivi cette année. C'est là-bas, à la course locale, que Rémi Bonnet il a fait une performance incroyable en course en montagne, et donc historique. Et ben voilà, elle est de ce village-là. Aujourd'hui, elle est boulangère là-bas. Et en fait, elle, comme pas mal de Suisses passionnés de course en montagne, elle avait surtout couru voilà, des formats très courts, Sierzinal quand même, podium à Sierzinal, donc bon gros niveau de course en montagne, mais aucune pratique de l'ultra. Et alors qu'elle
avait eu un cancer, qu'elle avait arrêté de fumer. À 40 ans, elle décide de se préparer pour l'UTMB. Elle arrive à l'UTMB, elle gagne l'UTMB, et elle dit au revoir à jamais à l'ultra, et elle n'y reviendra jamais. Incroyable. Qu'est-ce que justement une personne comme ça, sans trop spoiler évidemment, mais qu'est-ce qu'elle dit du TMB? Bah, paradoxalement, elle n'en dit pas grand-chose parce qu'elle n'en sait pas grand-chose. Au fond, un jour, elle est arrivée, elle a couru. euh, C'était très drôle parce que je me souviens, il y a des mots, elle a notamment cette expression, elle dit pendant toute la course, je ne me suis jamais assise, j'avais peur de ne pas pouvoir me relever. Euh, Elle n'avait jamais couru la nuit, donc ça a été pour elle une sorte d'aventure un peu au-delà du sport, un espèce ouais, de challenge un peu absolu, comme ça l'est encore, en fait, je pense, pour pas mal de gens. Et je pense au final que son exemple, en fait, renvoie au fait que on a tendance des fois à mettre une distance avec le haut niveau, entre le haut niveau et la plupart des pratiquants. Et je pense que euh, même quand tu parles à des gens qui ont fait des dizaines et des dizaines d'ultras, comme, je sais pas, François par exemple. François, il va quand même te dire que l'ultra trail et un 100 miles, c'est un sport à part. C'est toujours une aventure au-delà des propres considérations qu'on peut avoir sur notre corps, sur notre mental, etc. Et que c'est toujours une aventure que tu vas vivre qui va être commune à tous ceux qui ont participé. Cette espèce de discours, quand c'est François qui dit ça, c'est une forme de discours et c'est très sincère quand il le dit. Ben, en fait, en rencontrant des gens comme Colette, en fait, on se rend compte qu'elle a vécu une expérience finalement assez proche de plein de pratiquants et pratiquantes. Il s'est trouvé que elle est arrivée à une période où il y avait très très peu de femmes. Et on a déjà parlé, c'était encore plus le cas à l'époque. Très très peu de femmes. Ça enlève rien à sa victoire. Elle a quand même couru en 26 heures et quelques. Tu demandais qu'est-ce qu'elle a à dire de l'UTMB. Je me souviens qu'elle se souvient précisément de son temps. Moi, je m'en souviens plus. Je crois que c'est 26 heures et quelques. Quand on lui a posé la question, on lui a posé exactement cette question, c'est ce qu'elle a dit. Elle nous a donné son temps. Euh, et, euh, et elle nous a souvent répété que voilà, c'était des souvenirs hyper importants pour elle, quelque chose qu'elle garde comme un trophée euh, intime. C'est pas quelque chose qui existe dans son quotidien. Personne n'est au courant. Personne connaît son visage. Avant le livre, personne ne connaissait son visage euh, d'aujourd'hui. Et donc, elle a vécu un peu à l'abri de tout ça. Euh, ouais. C'est, j'imagine que cette interview particulièrement a été marquante. Bon, dans les 22, j'imagine que beaucoup ont été quand même très fortes. Si toi, il y en a une particulièrement qui t'a marqué, est-ce que tu arrives à en dégager une parmi celles que tu as faites? Enfin, tu as été présent d'ailleurs, c'est le seul, je crois, qui a été présent à toutes les interviews. Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué? Bah, je pense que si on avait à cette question, si tu me l'as posée 22 fois dans des contextes différents, un soir, dans un bar, un matin en montagne où on se croiserait, à chaque fois je pourrais donner une réponse différente. En fait, la vérité, c'est que il s'est passé ce qu'on espérait, c'est que chacune de ces rencontres et chacune de ces interviews a quelque chose à chaque fois de surprenant, d'intéressant, de hautement intéressant. Euh, et, euh, et du coup, vraiment, je pourrais vraiment trouver des arguments et des éléments pour défendre euh, toutes ces interviews. Euh, je vais peut-être parler, un peu comme là, je parlais de Colette. Je crois que ce que je retiens un peu intimement, c'est les rencontres les moins attendues. Et du coup, je vais peut-être parler de Jess Bragg. Euh, Lui-même, il parle de sa victoire euh, à l'UTMB comme étant celle de l'inattendu.
The Unexpected. C'est quelqu'un qui gagne une année très particulière en 2010. C'est cette fameuse année où la course avait été arrêtée après environ 3 heures à cause de conditions météo assez difficiles. C'est une année dont on connaît aussi l'histoire parce que c'est cette fois-là où Kilian avait pris le départ à Chamonix et avait lui décidé de ne pas prendre le départ d'une version raccourcie qui avait été donnée le samedi de Courmayeur, une sorte de CCC. Et donc voilà, et donc Kilian avait décidé d'aller courir le Trophée Okima en Italie, avait écrit ensuite un article sur son blog pour critiquer assez frontalement l'organisation et le choix d'interrompre la course. C'est quelque chose d'assez important dans l'histoire de cette course. Et en fait, voilà, le vainqueur cette année-là, c'est Jess Bragg. Jess Bragg, c'est, je crois, de tous les vainqueurs, celui qui a participé à le plus d'UTMB. Il a 9 participations à son actif. J'ai plus les chiffres exacts, mais quand il gagne, il a un passif incroyable parce que sa première participation, il fait genre 70e, après il fait 45e, après il fait 23e, et puis vainqueur. Et, et rien que ça, donc ça je le savais en allant le voir, et en fait tu rencontres un personnage qui ben ouais, va te dire que il est l'inattendu. En fait, si tu fouilles un peu, tu te rends compte qu'au milieu de sa victoire à l'UTMB, c'est quelqu'un qui fait 2 podiums à la Western States. Donc, en fait, voilà, évidemment que c'est quand même un très très bon coureur. Et ça, c'est une évidence. De toute façon, l'UTMB, c'est une course beaucoup trop compétitive pour. Il n'y a pas d'anomalie au palmarès. Mais Jess Bragg, enfin, vraiment, c'est une rencontre un peu incroyable. Euh, Ce qui est dingue, c'est que ce fameux départ à Courmayeur le lendemain matin, il a failli le louper. Euh, En fait, il est rentré après, comme tout le monde, il est rentré à Chamonix le vendredi soir. La course avait été arrêtée, on n'était pas sûr qu'elle allait reprendre. Donc lui, il est arrivé, il est allé au resto avec ses proches, euh, il a bu quelques bières, il est allé se coucher. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a publié sur Facebook le fait qu'il n'allait pas reprendre le départ. Il est allé au petit-déj, il était en jean, il avait vraiment pas du tout décidé voilà, de continuer. Et puis, en fait, il s'est retrouvé au petit-déj avec Brian Powell, un suiveur américain assez connu de Iron Far, qui lui a dit non, mais moi je vais à Courmayeur, là, en voiture. Si tu veux, je t'emmène, parce que Jazz, il avait loupé les navettes. Et au dernier moment, comme ça, il prend le départ sur un coup de tête. Et c'est là où aussi ça renvoie à quelque chose qu'on va de plein de manières différentes et par plein de nuances avoir dans les discussions avec les vainqueurs. C'est la partie mentale, la partie préparation, la partie aussi pression. C'est une course qui met tellement de pression sur les athlètes parce que c'est la plus grande du monde, parce que ça a une importance dans leur destin professionnel, enfin, voilà, pour plein de raisons. Et ben, c'est une discussion qu'on a avec quasiment tous ceux qui ont réussi à gagner. Ils l'ont très souvent réussi. Des années où ils avaient réussi, ils étaient parvenus à se détacher de la pression. C'est le cas par exemple de Nouria Picasse qui connaît des échecs et qui, l'année où elle remporte l'UTMB, c'est une année où elle n'avait pas annoncé qu'elle allait participer et où elle avait réussi à un petit peu purger l'espèce de pression qui l'avait empêché de réussir les années précédentes. Que des exemples comme ça. Les victoires de François, elles sont souvent comme ça. Les victoires de Xavier, même Kylian parle de ça, avec des nuances, parce qu'on parle de Kylian peut-être. Euh, et, euh, et du coup, voilà, Jess Bragg, une autre nuance de cette idée selon laquelle, ben, des fois, il vaut mieux pour cette course pas s'être mis la pression de devoir la remporter. D'une manière très différente, on peut aussi regarder la victoire cette année de Jim comme étant une autre illustration du chemin un peu mental et de l'approche nécessaire euh, pour pouvoir gagner cette course qui
comme le dit Nouria Picasse, est tellement grande qu'elle peut finir par vous avaler. En 2012, il y a encore des conditions météo exécrables. Et donc, ils hésitent à annuler. Finalement, ils font un parcours de repli. Mais franchement, ouais, je suis déçu. Il n'y a pas la vraie boucle, il n'y a pas le truc. Je suis clairement déçu. Mais globalement, c'est celui qui s'adaptera au mieux, qui gagnera la course, c'est le jeu. Et j'arrive vraiment, tu vois, pour l'âge que j'avais, je pense à avoir un certain détachement, quoi. Je prends le départ de ma course, j'essaie de m'adapter au mieux, conditions difficiles et tout. Et du coup, ça se passe super, super bien pour moi. Développe Jim, ce sera ma question bonus à la fin, mais parce que ça m'intéresserait d'avoir ton regard là-dessus. Avant, il y a 3 choses que j'aimerais aborder. Il y a déjà 2 personnages, un homme et une femme. J'aimerais que tu rentres un peu plus dans les détails. Tu parlais de Kylian, qui... Tu parlais de 2010, ce qu'il écrit sur son blog, comment ça a pu aussi structurer et faire évoluer cette course. Est-ce que tu considères que c'est c'est sans doute le plus grand coureur de trail de l'histoire. Est-ce que à quel point, parce que je pense que la réponse est forcément oui à la question que j'avais posée, mais à quel point il a marqué son empreinte cette course et à quel point selon toi, il a réussi il a fait évoluer. Kylian, c'est sûr que si on veut parler de lui, on est obligé de pas mettre à distance les autres, mais Aujourd'hui, les gens qui veulent performer, ils regardent aussi l'ultra. Et en fait, je pense que l'UTMB, déjà, ça réussit à être l'événement de la longue distance depuis le départ. Le fait qu'il y ait les meilleurs coureurs du monde qui y vont, ça crée le mythe autour. il est une catégorie à part et il est difficile de tracer des parallèles et des comparaisons avec les autres. Je pense que sa relation avec l'UTMB, elle est hyper intéressante, aussi parce que c'est une relation complexe. Lui-même l'a souvent dit, lui-même l'a souvent exprimé. Une des manières de l'exprimer, ça a été de ne pas se présenter à l'UTMB pendant des années. C'est intéressant parce que d'ailleurs la réciproque est un petit peu vraie. Dans le livre, on fait aussi une interview. Évidemment, on était obligé de le faire et c'est très logique. On fait une interview avec Catherine et Michel Poletti. Et c'était assez intéressant. Michel a été assez transparent sur le fait que, ben oui, en fait, la relation avec Kylian, elle est complexe. C'est, dans les mots de Michel Poletti, le vainqueur avec lequel la relation entre l'UTMB et l'athlète est la plus compliquée. Et c'est un peu dingue parce que, très probablement, si on fait une histoire de cette course, la figure la plus importante, c'est Kylian Jornet. C'est le responsable d'une grande partie de l'ampleur prise par l'événement. C'est lui qui a attiré une lumière nouvelle sur ce sport. Je ne crois pas qu'on puisse argumenter autrement et qu'on puisse contredire cette chose-là. Il a révolutionné ce sport-là, à la fois techniquement, le matériel, sa manière de prendre du matériel obligatoire, d'optimiser son sac, évidemment sa manière de courir, sa manière de s'entraîner, sa manière de se préparer. C'est une évidence qu'il est le virage du professionnalisme dans l'ultra. Il est une figure centrale. La chance incroyable pour ce sport, c'est que la figure centrale soit quelqu'un qui possède, ce que je disais tout à l'heure, à un niveau très élevé, autant d'intelligence et de cœur. Parce que Kylian, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. C'est aussi quelqu'un de profondément humain et généreux
Et du coup, je pense que c'est une grande chance pour ce sport d'avoir, voilà, que ça soit lui en particulier. Et oui, et en fait, on pourrait aller très loin dans les parallèles et l'histoire commune entre, entre les deux, entre l'UTMB et Kylian. Probablement que euh, si c'est vrai que l'UTMB n'aurait jamais connu le développement que la course a connu sans Kylian, il est sans doute aussi vrai que Kylian n'aurait probablement pas été exactement au même endroit ou connu le même destin sans l'UTMB. Donc voilà, les deux sont liés avec tous les paradoxes que ça peut amener à, voilà, à soulever, mais voilà, c'est quelqu'un de... Et du coup, c'est vrai que ben, pour nous, c'était une des rencontres importantes. C'est aussi probablement une des personnes qui est la plus présente dans les autres interviews, parce qu'on y revient très souvent. Ça prouve aussi et ça démontre sa place centrale dans l'histoire de l'UTMB, de ce sport. C'est marrant parce que du coup, ça me fait penser à une question que je ne savais pas si j'allais poser, mais pour ce qui me concerne, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est en partie du fait de l'édition 2017 de l'UTMB, enfin, qu'on qualifie parfois comme enfin, la course du siècle, peut-être la course de l'histoire de notre sport. Est-ce que dans les interviews que vous avez fait, est-ce que parmi les protagonistes qui étaient, je pense à Nouria, je pense évidemment à Kylian, François, Xavier, Jim même, est-ce que c'est une course qui est revenue dans les discours où finalement elle passe comme une autre, alors que pour certains comme moi, c'est un marqueur? Oui, c'est sûr que tout le monde euh, se rejoint dans l'idée que c'est un autre virage. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, c'est un virage qui advient à peu près 10 ans après le premier virage qui va être la première victoire de Kylian. C'est aussi marrant parce que c'est son retour. C'est son retour après pas mal d'années d'absence. Donc ça démontre un peu plus son importance dans les différents virages et dans les évolutions de ce sport et de l'UTMB. Euh, Ce qui se passe en 2017, c'est sûr que euh, il y a, euh, euh, il y a Kylian, il y a François, il y a Xavier, il y a tout le monde. Tu as parlé de Nouria et je trouve que c'est quand même assez intéressant. Euh, il se trouve que cette année-là, le plateau il est très très fort au niveau masculin, sans enlever à la victoire de Nouria. C'est pas forcément la plus grande course, le plus grand plateau côté féminin. Euh, Moi, je pense pas mal à Nouria quand je pense à 2017, parce que Nouria, c'est euh, moi quelqu'un que je trouve vraiment euh, une personne extrêmement puissante. És una carrera... És que és la frase, l'has de portar al cor. Si penses amb els números i amb les distàncies, no l'acabes. De ce sport fascinante. Moi, j'ai adoré l'écouter nous raconter son histoire. C'est dingue, en fait, cette histoire, cette force. C'est quelqu'un qui a connu ce sport à ses balbutiements. Avant même le début des années 2000, elle a commencé le trail, elle a été blessée pendant 10 ans, elle n'a pas couru. Elle est revenue assez tard et elle a eu ouais, quelque chose, un parcours qui est complètement fou. Aujourd'hui, elle continue à être extrêmement forte et elle a eu des performances encore là très récemment. Donc voilà, Nouria, ça fait partie des grandes personnes, des grands personnages de cette histoire-là. Mais ouais, 2017, c'est quelque chose aussi, je pense, qui marque euh, l'importance euh, de l'UTMB dans le panorama et dans le calendrier de ce sport-là. Le côté un peu, il faudra dans chaque saison, pour les meilleurs, venir
à Chamonix pour courir une des courses. Je pense que 2017, ça entérine une fois pour toutes ce truc-là. Est-ce que ça va être le cas pour les 20 prochaines années? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque qui a commencé en 2017, qui est l'ère un peu UTMB, c'est le championnat du monde non officiel de l'ultra trail. Et c'est probablement une bonne chose pour la partie haut niveau de l'ultra, parce que c'est un sport qui avait, je parle de l'ultra vraiment, les 100 miles, c'est une discipline qui pendant longtemps n'était pas forcément traversée par des plateaux, de la concurrence, des affrontements, pour le bien aussi, hein. Moi j'adore la hard rock, qui est une course où des fois il y a très peu de plateaux. On ne peut pas juste définir une course par le niveau et par le plateau. C'est pour ça que l'UTMB c'est très bien. C'est pas parce qu'il y a les meilleurs que c'est la meilleure course. Il y a plein d'autres manières de juger ou voilà. Et d'ailleurs, faire des hiérarchies et des classements entre les courses, voire même entre les coureurs, à la fin, c'est un petit peu un peu vain. Deuxième personnage, je disais un homme, maintenant une femme. Pour le coup, Kylian, tu fais sans doute partie des gens qui le connaissent le mieux dans le milieu, et c'est la personne dont je vais parler encore peut-être plus, c'est Courtenay, sur laquelle que tu suis particulièrement depuis quelques temps. Euh, Est-ce que déjà ça m'intéresse, encore une fois, sans trop en dire, juste pour appâter, mais euh, ça m'intéresse de savoir la vision qu'elle a comment elle a abordé cette course, elle qui est aujourd'hui une des rares à faire de. Je me souviens, on avait cette discussion, ceux qui me faisaient cette remarque à Silverton. Euh, Tu me disais qu'elle était une des rares à faire de l'ultra chez les femmes de façon professionnelle. Euh, Elle est arrivée, enfin, finalement, sa première victoire, ça doit être 2019. 2019, enfin, c'est encore relativement récent, et finalement, elle est relativement récente dans ce milieu encore, malgré qu'elle gagne toutes les courses qu'elle fait maintenant. Mais quelle a été son approche par rapport à cette course, et quelle est la place de cette course aujourd'hui pour elle? Comment tu définirais ça? Bah, avec Courtenay, il y a toujours une forme de détachement. C'est un détachement qui va être presque au quotidien par rapport à son propre sport, par rapport à l'entraînement, par rapport à la planification, et par rapport aux événements, par rapport aux performances, par rapport à l'UTMB aussi. I use a pace. I don't have like splits I'm trying to hit during a race. It will all be like the effort I feel is sustainable for, the course that I'm taking on. For me, it works better to not be attached to any data and to just tune in and listen to my body. Moi, je constate une certaine forme de détachement de Courtenay par rapport à l'UTMB. Mais en fait, c'est pas forcément lié que à l'UTMB. En fait, j'ai l'impression que elle est animée par des choses qui sont assez éloignées de ce qu'on pourrait imaginer de la meilleure du monde, c'est-à-dire gagner les plus grandes courses. Même si le résultat, il est là, elle gagne ces courses-là. Elle les gagne avec une certaine forme de distance, de détachement. Et au fond, c'est, je trouve, un espèce de point commun avec Kylian, justement. Kylian, pour moi, pendant très longtemps, c'était la figure du détachement dans ce sport. C'est quelqu'un qui, pas seulement dans le discours, n'était pas a priori animé par gagner. Le paradoxe, et c'est vrai pour l'un comme pour l'autre, et c'est des fois un petit peu difficile de le comprendre ou même d'être d'accord avec cette idée-là, c'est qu'il est possible de concilier l'idée de ne pas être obnubilé par la victoire et néanmoins être, pendant l'épreuve, extrêmement compétitif. Évidemment que les deux, une fois dans le jeu de la course, vont tout faire pour gagner. Mais est-ce qu'ils veulent gagner à tout prix? Est-ce que c'est ça qui les anime? Est-ce que c'est ça qui est le moteur de leur pratique?
Non, c'est pas les seuls. Mais il y a ce truc-là, moi que je trouve assez romantique, avec, mais en fait avec beaucoup de ces champions d'ultra. Et c'est peut-être aussi ce qui met un peu à part ce sport-là. C'est cette espèce d'élégance avec la victoire, avec la compétition, cette manière de mettre en avant l'expérience avant le résultat. Et moi, je pense que est-ce qu'on est un peu naïf quand on croit à la parole de Kylian ou Courtenay quand ils parlent de leur désintérêt un petit peu de la victoire? Je pense qu'on n'est pas naïf, que c'est aussi ce qui fait leur force. Je pense qu'il y a besoin de ça, il y a besoin de cette part de détachement. Et Courtenay, en fait, elle a réussi à transformer cette forme de coolitude, euh, cette manière de à la fois être incroyablement souriante et du coup cette positivité euh, qui est, enfin, je pense, je suis pas un expert, je suis pas un psychologue ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que c'est une très bonne manière de surmonter des moments difficiles que d'y sourire. Et elle le prouve. Et elle le prouve en même temps en nous racontant l'histoire que ces ultras sont traversés par des moments extrêmement sombres, par cette fameuse pain cave dont elle parle beaucoup. Et c'est assez, je trouve, intéressant de voir comment elle arrive à concilier à la fois cette idée qui semble un peu obscure de voilà, cette grotte de la douleur. euh, et et c'est voilà, tout sauf attirant, a priori, euh, d'imaginer que c'est par là qu'elle passe. C'est ça pour elle, le contenu, la substance d'une course aussi longue, c'est autant de douleur et une espèce de jeu comme ça mental. Et en même temps, la voir à un ravitaillement, à quelqu'un qu'elle connaît, demander une blague, euh, euh, la voir être aussi généreuse avec les bénévoles, avec le public, etc. Euh, ouais, je trouve que c'est pareil que ce que je disais tout à l'heure sur Kylian. Je pense que c'est une grande chance pour ce sport d'avoir à son sommet Courtenay de Walter. Est-ce que tu as c'est déjà la plus grande? Ou- Ben, est-ce que Courtney de Walter, c'est la plus grande coureuse d'ultra trail de l'histoire? Je crois que oui. Après, c'est un sport très jeune. Comme on le disait tout à l'heure, c'est euh, l'une des premières professionnelles, vraiment professionnelles de l'ultra trail. Donc, qu'est-ce qui se passera dans 30 ans quand on aura connu des générations? Est-ce qu'on en connaîtra? Est-ce que c'est un sport dans lequel, je parle d'ultra trail, vraiment la très longue distance, est-ce que c'est un sport dans lequel on va voir une forme plus accentuée de professionnalisme? Ce qui voudrait dire, en fait, des générations qui vont être beaucoup plus euh, jeunes professionnels. Est-ce que on va avoir un peu ce qu'il y a dans le cyclisme, c'est-à-dire des ados qui sont déjà proches du très haut niveau, qui sont recrutés, qui se consacrent à ça? Est-ce que ces personnes-là vont être performantes à un âge plus avancé? Est-ce qu'elles vont réussir à durer, comme c'est le cas de la plupart de ceux qu'on voit dans le palmarès de l'UTMB? C'est des gens qui ont duré. Euh, voilà, en vrai, moi, j'ai aucune réponse à ça. Je pense que ça sera intéressant de voir ça évoluer. Avant la dernière question, là, c'est le petit moment bonus. Il y avait 22 légendes, il y en a 23. Euh, J'aimerais que tu me racontes un peu, toi qui as, donc on parle évidemment de Jim Hemsley, toi qui a suivi Jim depuis son éclosion de façon météorique. Je sais pas quel adjectif je pourrais qualifier à ça quand on est arrivé dans ce milieu-là. Tu l'as suivi très tôt. Je me souviens que tu avais notamment suivi sur cette course en 2017 qui est la première pour lui. Et il me semble que d'ailleurs, dans le nouveau Grand Trail, enfin, la nouvelle édition de Grand Trail, ça doit être une photo de 2017 avant l'UTMB, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Tu le connais quand même bien, tu l'as suivi pendant. T'as suivi ses échecs aussi à l'UTMB.
comment t'as vu sa victoire cette année? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais à ça? Comment tu l'as vécu personnellement? Quelle émotion ça t'a procuré? Ah, il y a plein de questions. Il y a plein de choses à dire sur Jim. Euh, je me souviens très bien d'être aux États-Unis en 2016 et d'entendre parler d'un gars qui est en train de gagner toutes les courses et de le rencontrer à Silverstone, en marge de la Hard Rock, d'aller faire des photos avec lui et d'être un peu fasciné par euh, ce renouvellement euh, qu'il a incarné et qu'il continue d'incarner. Il a cassé des codes et des barrières de temps, mais des barrières de comportement, des barrières de préparation. Euh, c'est finalement une histoire hyper riche et hyper intéressante euh, que... euh, alors évidemment, lui, j'imagine, ne va pas le vivre comme ça. Il aurait probablement peut-être préféré ne pas connaître une consécution d'échecs à l'UTMB. Mais en fait, l'histoire, elle est hyper belle. Elle est hyper belle parce que elle a montré euh, des choses euh, qui sont connues. C'est à quel point, pour arriver à maîtriser ce sport-là, il faut en maîtriser plein de nuances qui sont pas que athlétiques, pas que des mesures de vitesse, des mesures de performance, qu'il y a des parts dans la préparation mentale, dans la rusticité, dans la capacité à encaisser des variations de météo, des variations de forme, des variations gastriques, énergétiques. En fait, euh, l'histoire complète de Jim, en fait, elle donne raison par exemple, ce que va expliquer quelqu'un comme François. C'est d'ailleurs très très drôle de voir leur lien aujourd'hui et le fait qu'ils soient devenus si liés l'un l'autre, à la fois incarnant chacun des paradigmes complètement différents de ce sport, ayant fini par trouver un dialogue commun qui aura permis à Jim d'évoluer. Et voilà, et ce que je voulais dire sur François, c'est que François a toujours expliqué et toujours raconté comment ce sport-là, très particulier, du 100 miles, était un métier à part dans ce sport et qu'il n'était pas possible de griller les étapes d'apprentissage, que ce soit dans le corps, dans l'esprit. Et pour l'instant, quand François raconte ça et dit ça et développe ça, cette idée-là, le palmarès de l'UTMB lui donne pas tort. On n'a pas encore vu euh, quelqu'un parvenir à griller les étapes et gagner l'UTMB. Chaque année, on voit comme ça une forme de jeunesse. On se dit, est-ce que le jeune Zach Miller peut gagner l'UTMB? Il ne l'a pas gagné à l'époque. Quand il arrivait et qu'il n'avait pas encore ce passif-là, ces compétences-là, il en avait plein d'autres. Il avait peut-être des compétences nouvelles. Et Jim, c'était pareil. Et Tom Evans, et les exemples, on pourrait comme ça les accumuler. Et à mon avis, ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, il ne va pas y avoir comme ça un jeune de 21 ans qui courra son premier 100 miles et qui va le faire. Évidemment que en fait, l'histoire elle est toujours traversée comme ça de personnes qui viennent changer les choses. Mais moi, j'aime beaucoup cette histoire de Jim et cette victoire de cette année qui illustre en fait une forme de définition de ce sport. Dernière question, ce livre, c'est un livre, c'est du texte, c'est aussi des photos. Si depuis que tu photographies l'UTMB, il y a une photo, est-ce qu'il y a une photo qui te vient comme ça à l'esprit de façon instinctive, ou est-ce qu'il y a des photos qui t'ont marqué particulièrement, les tiennes évidemment? Bah, je pense que il y a plusieurs trucs par rapport à l'UTMB. C'est une course que j'ai jamais tellement aimé photographier.
une des raisons, c'est que c'est une course qui commence quasiment avec la nuit. J'adore faire des photos de nuit, mais dans un cadre aussi somptueux que le massif du Mont Blanc, c'est une forme de contrainte qui fait que, surtout quand on suit la tête de course, elle va basculer en Suisse avant le lever de soleil, que la partie italienne qui est la plus, on va dire, iconique et en tout cas à photographier, c'est l'endroit que je préfère. Et ben voilà, pendant l'UTMB, ça se passe la nuit, donc on ne le voit pas. Bref, j'adore photographier l'UTMB en réalité, mais voilà, c'est pas forcément au final une photo de paysage qui me vient en tête. En fait, la photo qui me vient en tête, c'est la photo de Sophie Power, donc cette concurrente qui était en train d'allaiter au ravitaillement de Courmayeur. En fait, pour des raisons liées à ce qui s'est passé après, pour elle, mais aussi pour plein d'autres femmes. Euh, C'était hyper émouvant cette année pour moi de voir Sophie revenir à l'UTMB. Elle est revenue pour faire une conférence. On a fait une sorte de conférence ensemble. Et en fait, aujourd'hui, après la photo, elle a quitté son emploi. Elle a travaillé à Londres, dans la finance, etc. Enfin, elle avait une vie très remplie et elle a complètement laissé ça de côté pour se consacrer à ben voilà, tout un travail militant, je dirais, autour de questions d'accès des femmes au sport, en particulier du coup la course à pied, au trail, d'évolution et de tentative de faire évoluer des règlements des courses. Elle a créé un organisme qui essaie de discuter avec les organisateurs de marathons, de trails, voilà, de différents événements pour leur faire changer pas seulement les règles qui sont liées autour de la maternité, la grossesse, mais en fait plus généralement essayer de faire changer des règles qui sont des barrières aujourd'hui souvent à la pratique de ce sport par de plus en plus de femmes. Et donc voilà, et en fait, finalement, la photo en elle-même, c'est pas tant, j'ai pas un attachement particulier à cette photo, mais j'ai un attachement particulier à tout ce qui s'est passé après pour elle. Donc voilà, je vais répondre à cette photo-là. C'est quoi dont tu es le plus fier avec ce projet-là? Je parle évidemment de ce livre-là, je parle enfin, du projet au global, donc en film aussi. S'il y a une chose que tu retiens de ce projet-là, qu'est-ce que tu retiens? Ben, je crois que c'est finalement notre résultat, il est celui qu'on espérait, c'est-à-dire euh, on est parvenu à mettre ensemble plein de paroles qui, si on prend le temps de le lire, alors je suis désolé, c'est extrêmement long de lire ce livre, mais je pense que si on prend le temps de lire cette parole-là, elle parvient à raconter de manière assez variée et assez subtile ce sport-là et aussi à mettre en relief pas mal de questions qui traversent ce sport-là. C'est la parole réunie dans ce livre, elle est à la fois elle sublime l'UTMB, elle met aussi en avant certaines questions, elle est critique aussi très régulièrement. Et je pense que c'est important dans ce sport-là d'avoir comme ça un espace, et il y en a d'autres, et il en faut, des espaces critiques pour pouvoir comprendre, pour pouvoir décrypter, pour pouvoir aller un peu plus loin que
juste une parole un peu simplifiée par la communication, par le marketing. Voilà, en fait, il y a besoin je pense, d'écoute et d'espace d'écoute pour pouvoir imaginer voilà, un devenir de ce sport qui prenne en compte des questions, plein de questions, des questions sociales, des questions d'accessibilité, des questions voilà, c'est un sport qui souffre d'une forme aussi d'élitisme. C'est un sport qui n'a pas encore réussi à s'ouvrir à toute forme de classe, de race, d'âge. Enfin, il y a plein de choses en fait encore à faire, à imaginer, à faire évoluer. J'espère, il y a des paroles dans ce livre qui sont une contribution à cette tentative-là de changer un peu ce sport. Si on veut se le procurer, comment on nous fait globalement? Eh ben, soit on va en librairie, parce que le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. S'ils ne l'ont pas dans leur stock, les librairies peuvent commander le livre. Et sinon, il est en vente évidemment en ligne sur le site des éditions Mons. Et voilà. Mais j'invite les gens à défendre les librairies dans un monde un peu trop, comment dire, un monde de l'édition qui a besoin de contre-modèles aux grandes plateformes de diffusion. C'est très bien d'encourager l'indépendance des éditeurs et des libraires. Merci Lucie. Merci beaucoup.